Alors bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de mécanique des fluides où nous allons étudier l'écoulement de couette. Donc dans l'écoulement de couette, on considère ici un fluide, je représente en bleu, qui est situé entre deux parois. En bas une paroi fixe, paroi figée, et au-dessus une paroi mobile qui se translate vers la droite, ici à une vitesse nommée V0. Et donc la question que nous nous posons, c'est en régime permanent, quelle est la vitesse du fluide en un point M quelconque. Donc c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de répondre à cette question à travers l'exercice et les 4 questions qui sont posées. Alors l'idée générale, c'est qu'en mécanique des fluides, quand on considère en point M, c'est en réalité une particule de fluide à l'échelle mésoscopique. Et nous allons appliquer un principe fondamental de la dynamique, une seconde loi de Newton, à cette particule de fluide, en écrivant que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. On sait bien qu'en mécanique des fluides, avec une approche eulérienne, la détermination de l'accélération est soumise à quelques précautions, donc ça sera une partie de cet exercice de déterminer l'accélération de la particule de fluide, et ensuite on étudiera les forces qui s'exercent sur cette particule de fluide afin de déterminer le champ des vitesses. Alors pour étudier cet écoulement, déjà on donne quelques hypothèses. Nous avons un écoulement visqueux, la viscosité du fluide est notée état, et on suppose de plus que l'écoulement est incompressible. Alors on cherche le champ des vitesses V de M, mais avant de calculer V de M, peut-être qu'on peut, par une étude des symétries du système, simplifier un petit peu le champ des vitesses. Tout d'abord, on voit que la paroi mobile est orientée vers la droite, donc il y a fort à parier que les particules de fluide dans l'écoulement soient aussi orientées, avec des vecteurs vitesse orientés vers la droite. Donc on peut faire l'hypothèse que V est porté par le vecteur EZ. Alors, pour décrire le point M, nous sommes en coordonnées cartésiennes, donc nous avons trois coordonnées à notre disposition, x, y et z. Eh bien, on voit tout de suite que le système étudié est invariant par rapport à la coordonnée y. C'est-à-dire que quand on se déplace selon EY, on laisse le système invariant, et donc le champ des vitesses ne peut pas dépendre de y, donc nous éliminons cette coordonnée, et donc nous avons v qui dépend de x et z et de z. On va même pouvoir aller plus loin, en disant que le champ des vitesses, l'écoulement étant incompressible, on a la divergence de V qui vaut 0, donc nabla scalaire V égale 0 en coordonnées cartésiennes, et nabla, c'est le vecteur d rond sur d rond x, d rond sur d rond y, d rond sur d rond z, scalaire V qui lui n'est que suivant z, qui donne 0, et la conséquence de ça, en écrivant le produit scalaire, c'est que la dérivée par rapport à z de vxz est égale à 0, et autrement dit, V ne dépend pas de z, donc V égale V de x EZ. Voilà sous quelle forme nous pouvons chercher le champ des vitesses en régime permanent. Alors, le fait que l'écoulement soit incompressible a donc entraîné que V ne dépendait pas de Z. Eh bien, c'est assez cohérent puisque finalement, si on est à cet endroit-ci et que le fluide va à une certaine vitesse, eh bien, si on ne change que la valeur de Z, on peut imaginer que par l'incompressibilité du fluide, le fluide qui s'est déplacé ici pousse sur le fluide qui est ici, et donc le fluide qui est ici va à la même vitesse lorsqu'on ne change que Z, et donc que le champ des vitesses ne dépend pas de Z. C'est assez cohérent avec le caractère incompressible du fluide. Déterminons donc maintenant l'accélération d'une particule de fluide. Alors, pour ça, on dessine rapidement une particule de fluide dans l'écoulement. Donc l'écoulement, on ne sait pas grand-chose de lui, on sait juste que il dépend de x et il est porté par EZ. Et donc pour calculer l'accélération d'une particule, eh bien l'accélération d'une particule, c'est la dérivée de sa vitesse. Donc là, je suis en approche lagrangienne, je suis la particule au cours du temps, et donc c'est la vitesse de la particule en t plus dt, moins la vitesse de la particule en t divisé par dt. Donc on peut dessiner la particule en t, et au vu du champ des vitesses, on remarque qu'en t plus dt, elle sera ici, donc en un point m', alors qu'elle était en un point m à l'instant t. Autrement dit, la vitesse de la particule en t plus dt, donc ça c'est
l'approche lagrangienne et je peux l'écrire en approche eulérienne avec le champ des vitesses. C'est la vitesse en m' à l'instant t plus dt. La vitesse en m', on peut la caractériser par ses coordonnées. Donc ici, on a la coordonnée x, qui est la même pour le point M et le point M'. Selon l'axe des z, et bien ici, on est en z plus dz quand on est en M', mais on est en z quand on est au point M, puisqu'on s'est déplacé sur l'axe des z. Donc il y a une variation de la position du point M de z à z plus dz. Et selon la coordonnée y, il n'y a pas de déplacement. Donc la coordonnée y du point M est la même que la coordonnée y du point M'. Autrement dit, la vitesse du point M', c'est aussi la vitesse en x, en y, en z plus dz et en t plus dt. Au passage, on sait que le champ des vitesses est porté par z, donc je l'écris directement comme ça. La vitesse de la particule en t, donc approche lagrangienne, et là on va passer en approche eulérienne, c'est la vitesse cette fois-ci du point M, au point M, pardon, qui est ici, à l'instant t. Et le point M, il est caractérisé par sa coordonnée x, qui est la même que celle du point M', y, qui est la même que celle du point M', et z, qui n'est pas la même que celle du point M', à l'instant t. Et bien en ayant écrit ça, on peut tout de suite écrire l'accélération de la particule, en disant que c'est la vitesse de la particule en t plus dt moins la vitesse en la particule en t divisé par dt, ce qui fait qu'en factorisant par z, oups, il y a un vecteur qui traîne en trop ici, donc ça fait v de x, y, z plus dz, t plus dt, moins v de x, y, z, t, le tout divisé par dt, pour t par x, et en appliquant le théorème de Taylor, on s'aperçoit que c'est d rond v sur d rond z fois dz sur dt, plus d rond v sur d rond t fois dt divisé par dt, donc fois 1, le tout porté par z. Or, le champ des vitesses ne dépend que de x. C'est ce que nous avions vu ici par l'étude préliminaire. Donc, la dérivée par rapport à z du champ des vitesses et la dérivée par rapport à t du champ des vitesses sont toutes les deux nulles, et on démontre que l'accélération de la particule est égale à 0. Alors en fait, c'est quelque chose qu'on aurait pu pressentir, puisque regardons l'écoulement. Dans l'écoulement, nous avons vu que la vitesse ne dépendait que de x. Or, au cours de... Donc je dessine ici une tranche d'écoulement. Ici j'ai x. Au cours de son trajet, la particule se déplace suivant EZ, puisque on sait que son vecteur vitesse est suivant EZ. Donc, sa coordonnée x ne varie pas. Comme la vitesse est suivant EZ, la particule va vers la droite, elle ne change donc pas sa coordonnée x. Or, le champ des vitesses ne dépend que de la coordonnée x, donc la vitesse de la particule n'évolue jamais. Et donc l'accélération de cette particule est nulle. Voilà comment on aurait pu le montrer qualitativement. Je répète, la vitesse, le champ des vitesses étant suivant EZ, une particule initialement ici se déplace suivant EZ vers la droite, sa coordonnée x n'évolue donc pas, puisque x correspond à sa hauteur, et donc son champ des vitesses n'évolue pas non plus. Et donc son accélération est nulle. Voilà comment on peut l'interpréter. Donc maintenant qu'on a trouvé l'accélération, il s'agit de déterminer les forces qui s'exercent sur la particule de fluide, faire le bilan des forces qui s'exercent sur la particule de fluide, et d'appliquer le principe fondamental de la dynamique à la particule de fluide pour trouver le champ des vitesses. Donc allons-y. Alors, dans le fluide, il va y avoir trois forces qui s'exercent sur la particule de fluide. Il y aura tout d'abord son poids sur la particule de fluide. Il y a le poids, la petite force poids, B qui est égale à la masse de la particule de fluide delta M fois G. Il y a la force résultante de pression, et on sait d'après le cours que la force résultante de pression qui s'exerce sur une particule de fluide, c'est moins le gradient de P des taux. Et il y a la force de viscosité, dont nous ne connaissons pas d'expression générale sur une particule de fluide dans le cours de PSI, et donc on va démontrer l'expression de la force de viscosité sur la particule de fluide.
Alors, pour ça, encore une fois, nous redessinons l'allure de l'écoulement, une allure de l'écoulement. Donc, comme la paroi est au-dessus et se déplace vers la droite, on peut imaginer, et que la paroi du bas est mobile, est immobile, la paroi du bas, je la redessine comme ça. On peut imaginer que le champ des vitesses, qui est tout le temps porté par EZ, est croissant avec EX. C'est-à-dire que quand X augmente, la norme du champ des vitesses augmente. De quelle manière, ça on ne le sait pas, mais on peut avoir cette intuition-là. Donc, quand on va dessiner une particule de fluide, deux de ces surfaces vont être soumises à une force de viscosité, celle-ci, celle du haut et celle du dessous. Puisque les particules de fluide qui seront au-dessus de notre particule de fluide vont entraîner vers la droite, par une force de viscosité ici, notre particule de fluide. Puisque les couches de fluide qui sont ici vont plus vite que les couches de fluide ici, et donc ça crée une friction, une viscosité qui entraîne la particule de fluide vers la droite. A contrario, si on regarde en dessous, les couches de fluide qui sont ici vont moins vite que les couches de fluide qui sont ici. Ce qui fait qu'au niveau de la surface jaune, il va y avoir une force vers la gauche qui ralentit la particule de fluide, que je vais noter delta viscosité. Alors pour la distinguer de la précédente, eh bien on va dire que là on se situe en x, et que tout à l'heure on se situait en x plus dx. Donc là j'ai la petite force de viscosité en x plus dx, et ici, en rouge, la petite force de viscosité en x. Alors comment exprimer ces forces de viscosité? Eh bien nous savons qu'elles sont proportionnelles au coefficient de viscosité, eta, à la surface delta S sur laquelle elle s'applique. Donc delta S, c'est cette surface ici, hachurée, ou coloriée en jaune, et à la variation du champ des vitesses par rapport à quelle coordonnée? Bah ici, par rapport à la coordonnée x, puisque c'est la variation du champ des vitesses lorsqu'on se déplace suivant x. C'est-à-dire que le champ des vitesses est croissant lorsqu'on se déplace suivant x, et c'est ça qui est responsable de la viscosité. Donc on va mettre des ronds v sur des ronds x. Le tout donne une force portée par le vecteur horizontal EZ. On vérifie juste que ce terme-là est positif. En effet, v est croissant avec x ici apparemment. Donc c'est bien un plus ici qu'on doit mettre pour avoir une résultante, une force de viscosité vers la droite. Maintenant, la même chose en bas, eh bien, la force de viscosité est toujours proportionnelle au coefficient de viscosité à la petite surface jaune, qui est la même que la surface jaune du haut, puisqu'on a une particule cubique. Elle est tout le temps due à la variation de la vitesse avec la coordonnée x quand on se déplace, puisque c'est les couches des x inférieures qui vont moins vite que les couches des x supérieures. La force est suivant EZ, mais cette fois-ci, elle est suivant moins EZ. Ce terme-là étant positif, le fait de mettre un moins indique bien une force qui va vers la gauche. Donc c'est cette force-là, hop, sur laquelle je réinsiste. Donc on a deux forces de viscosité, une vers la droite en x plus dx et une vers la gauche en x. Et donc on va faire la somme des deux pour obtenir la force de viscosité totale. Et si on n'est pas vigilant, si on somme les deux expressions qu'on vient de trouver, on va trouver 0. C'est parce qu'on a fait une petite erreur. C'est qu'on n'évalue pas la dérivée de v par rapport à x au même endroit. Dans la force supérieure, on évalue la variation de v par rapport à x en x plus dx, alors que ici on est à la coordonnée x. Donc il faut bien différencier la dérivée de v par rapport à x selon qu'on soit en dessous en x ou au-dessus en x plus dx. On peut donc faire le calcul de la force de viscosité totale. On peut factoriser par eta delta S EZ. Alors au passage, delta S, c'est la surface du dessous, c'est-à-dire c'est dz fois dy. Et il reste d rond v sur d rond x en x plus dx, moins d rond v sur d rond x en x. Ce qui donne au final la petite force de viscosité, application d'un théorème de Taylor, égale eta dz dy ez fois la dérivée seconde de v par rapport à x, dx. On voit apparaître dx dy dz qui est le volume delta tau de la particule. Donc on a eta d2 secondes sur dx2 delta tau
EZ. Donc voilà, nous avons l'expression de la force de viscosité. Comme nous avions également l'expression de la force poids, de la force de pression, nous allons pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton afin de trouver le champ des vitesses. Alors on se place sur le système particules de fluide. On est dans un référentiel d'études terrestres supposé galiléen. Et on va appliquer la seconde loi de Newton à la particule de fluide, c'est-à-dire que la masse de la particule de fluide delta m fois l'accélération est égale à la somme des forces extérieures qui s'exercent dessus, donc la petite force de viscosité, la force infinitésimale de poids et la force infinitésimale de pression. L'accélération est nulle, donc on a le vecteur nul égale état d de v sur dx2 delta tau ez, moins delta mg ez, hein, ça c'est le poids projeté sur l'axe, pardon, moins delta mg ex, c'est piégeux ici, c'est l'axe ex vers le haut et ez vers la droite. Et la force de pression, c'était moins gradient de P delta tau. Alors, on peut projeter ces équations sur l'axe EX, EY, sur les axes EX, EY, EZ. Donc, ici, on va avoir la dérivée seconde de la vitesse par rapport à X delta tau. Ici, on va avoir moins delta mg, hop, suivant X. Et le gradient de P, eh bien, moins le gradient de P, ça va être moins d rond P sur d rond X, moins d rond P sur d rond Y, et moins d rond P sur d rond Z, delta tau. Voilà donc les trois équations que nous obtenons en projetant le PFD. Et quand on revient à l'analyse du système, alors on va revenir vraiment au tout début, on va faire l'hypothèse que la pression ne dépend pas de Z. Alors pourquoi? Eh bien puisqu'en fait personne n'appuie ici, personne n'exerce une pression ici, ou personne n'exerce de pression a priori ici, donc il n'y a pas de raison apparente évidente que la pression soit différente lorsqu'on se déplace suivant Z. Donc on va faire l'hypothèse que la pression ne dépend pas de Z. C'est une hypothèse qu'on fait très souvent dans l'écoulement de Couette. Quand on verra l'écoulement de Poiseuille, on verra par exemple un tuyau aux bornes desquelles, donc avec un écoulement visqueux en son sein, aux bornes desquelles on va appliquer une différence de pression P entrée moins P sortie pour mettre en mouvement le fluide. Et là on voit bien que la pression ne va pas être la même aux différents endroits puisqu'on doit partir d'une pression élevée vers une pression faible. On n'a pas invariance de la pression par translation suivant l'axe horizontal. Alors qu'ici, il n'y a pas de pression particulière exercée ici par rapport à ici. Le mouvement du fluide est dû à la translation d'une paroi mobile. Et donc on fait l'hypothèse que la pression ne dépend pas de Z. Ce qui va nous permettre de simplifier le gradient de pression ici avec ce terme d rond P sur d rond Z qui va s'annuler ici. On peut donc maintenant projeter les trois équations. On s'aperçoit que sur la première colonne, delta mg égale moins d rond P sur d rond X delta tau. Alors au passage, la masse de la particule delta m, c'est aussi la masse volumique du fluide fois delta tau. Et en simplifiant delta tau, on trouve que d rond P sur d rond X égale moins mu g. On retrouve l'expression de la statique des fluides dans cet écoulement, avec la variation de pression verticale qui s'exprime d rond P sur d rond X égale moins mu g. On trouve également, deuxième coordonnée, que d rond P sur d rond Y égale 0, c'est-à-dire que la pression ne dépend pas de Y. Nous avions également dit qu'elle ne dépendait pas de Z, autrement dit la pression ne dépend que de X. Et donc ça me permet aussi, si je prends ces deux informations-là, de remplacer le d rond par un d droit, et on retrouve vraiment une relation de type statique des fluides dans cet écoulement. Alors que le fluide n'est pas statique, mais on voit que ça s'étend à l'écoulement de Couette dans ce cas particulier. Mais nous, ce que nous cherchons, c'est pas a priori le champ de pression, mais c'est le champ des vitesses.
Donc c'est la troisième équation qui va nous intéresser. Et en fait, en la projetant, on trouve tout de suite que d de v sur dx2, la dérivée seconde de v par rapport à x est nulle. Alors au passage, v ne dépend que de x, ce qui fait que je peux l'écrire en dérivée droite. Et puis je vais l'intégrer deux fois. Donc ça veut dire que la dérivée première de la vitesse est une constante et que la vitesse est donc de la forme ax plus b. Alors il nous faut trouver a et b, les constantes d'intégration. Ça se fait avec l'étude des conditions limites. Alors on va revenir un petit peu sur le système. Nous avions une plaque qui avançait à la vitesse v0, puis une plaque immobile. Ici nous étions en x égale 0, et ici en x égale a. Et on sait que lorsqu'un fluide visqueux est en contact avec des parois, on peut appliquer la condition d'adhérence au niveau des parois. De telle sorte qu'ici la vitesse du fluide en x égale 0 va être 0, va être nulle. Et ici la vitesse du fluide en x égale a va être égale à v0. Si on appelle v0 la projection du vecteur v0 sur l'axe horizontal EZ. Donc avec ces deux conditions initiales, on trouve que v de x0 égale 0 implique que 0 égale b. Et là, on trouve que v0 égale a fois a, plus b, mais b est nul. On en déduit donc que a égale v0 sur a. Et donc, c'est terminé, nous avons trouvé le champ des vitesses. V de x égale v0 sur ax en régime permanent. Et donc, si on veut trouver le champ des vitesses complet, on rajoute le vecteur directeur du champ des vitesses, qui est EZ. Et donc on voit que finalement la vitesse en x est proportionnelle à x, avec le coefficient v0 sur a. Donc si on redessine au final le champ des vitesses, donc on a la paroi qui va à une certaine vitesse v0, on a ici la paroi immobile, et bien l'axe x vers le haut, je dessine ici en pointillé une droite verticale. Nous savons qu'ici la vitesse du fluide est nulle. Nous savons qu'ici la vitesse du fluide suit la plaque et donc est à v0. Et bien, entre les deux, nous avons une évolution linéaire du champ des vitesses. Autrement dit, le champ des vitesses va former ici un triangle, puisque plus on va avancer, plus la valeur de la vitesse augmente, et de manière linéaire. Donc, en un point M, v de m égale v0 sur ax, et on a cette évolution triangulaire du champ des vitesses. Voici donc comment on calcule le champ des vitesses dans un écoulement de couette en régime permanent.